Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio. Salut tout le monde, super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 188 et on va plonger ensemble dans le 5e Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Espagne sur le mythique circuit de Jerez de la Frontera. Et pour m'accompagner aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie avec Auton et François. Salut à vous deux, comment ça va? La forme? Ouais, ça va. En pleine période d'examen, donc je suis un peu partout, mais ça va. Et tu trouves encore le moyen d'enregistrer? Ouais, je me fais un peu engueuler. Du sacrifice. La classe. Et toi, Auton, comment ça va? Ça va très bien, c'est le printemps, il fait beau, la vie est belle. Ouais, de ouf. Allez, du coup, vu que l'équipe est en pleine forme, on va attaquer direct avec les news. En MotoGP, on a Jorge Martin qui a été autorisé à voler, puis rentrer en Espagne après 14 jours de convalescence au Qatar. Il sera du coup absent pour ce Grand Prix de Jerez. Et puis le circuit de Jerez a inauguré un buste à l'effigie de Carmelo Ezpeleta au niveau du virage 7, qui prend son nom juste après le virage 6 de Dani Pedrosa. Est-ce que ça sentirait pas un peu la fin de règne pour Ezpeleta? Ouais. Moi j'avais cette impression-là, ça fait tu sais les remerciements avant qu'il finisse par tirer sa révérence et passer la main à quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, bah après il est temps aussi de passer à autre chose, hein. Je pense qu'il a fait le temps et puis oui, je pense que là de plus en plus ça sent la fin. On rappelle pour ceux qui ne suivent pas que Carlos Ezpeleta est le directeur sportif du MotoGP, parce que forcément tout le monde n'a peut-être pas forcément la ref. Donc voilà, c'est Carmelo, ouais. Carmelo, pardon. Et Carlos c'est son fils. Oui, Carlos c'est son fils, exactement. Et donc Carmelo, j'ai pas son âge en tête, mais il commence effectivement à avoir un petit peu d'âge. On va passer au Moto 3 sans transition, si vous le voulez bien, avec Matteo Bertele dont on n'a toujours pas de nouvelles, et c'est Vicente Pérez qui le remplace pour ce week-end. On a Maximo Quiles qui est encore convalescent, mais ça c'est moins grave, il a juste une fracture du pouce. Il est de nouveau remplacé par Joel Esteban, et puis Adrian Cruces remplace encore Marco Uriarte pour le team Emblav. En qualif, en Q1, on a Luneta, Foggia, Buchanan et Perez qui passent en Q2. En Q2, c'est Rueda qui est en pôle devant Kelso et Munoz, et Piquara sur la deuxième ligne avec Carpe et Yamanaka. Fernandez est 7ème, puis Furusato 9ème. On a comme d'habitude, une série de pénalités en Moto 3, avec notamment Munoz, Rulstone, Ogden, Detwiller et Perronnet, voilà, pour différentes raisons, avec pour Munoz qui devra partir du coup du fond de la grille, Rulstone qui s'est pris un long lap pour avoir roulé trop lentement sur la trajectoire. Ça arrive à des gens bien, hein, ça de rouler lentement sur la trajectoire. Ogden qui est carrément disqualifié pour un problème technique. Detwiller qui a un long lap aussi, tout comme Perronnet. On a tous... Enfin, les deux derniers dont j'ai cité, c'est un peu c'est un peu dur, pardon, j'enchaîne. Et les deux derniers que j'ai cités, c'était aussi pour une circulation lente sur la trajectoire. En course, c'est Rueda qui remporte ce Grand Prix devant Piquaras et Kelso qui complètent le podium. Fernandez est 4ème, Yamanaka 5ème, Furusato 6ème, Foggia 13ème, Nepa 14ème. Qui je pourrais citer encore, Munoz a chuté au bout de 7 tours. Voilà, on a fait à peu près le tour. Et au classement provisoire au championnat, Rueda pique la première place provisoire. Piquaras pour 4 petits points, Rueda a donc 91 points, Piquaras 87, Kelso complète le podium provisoire avec 57 points. Qui veut commencer à parler de cette course Moto 3? Vas-y, ouais, merci. Déjà, on peut pas commencer sans parler de José Antonio Rueda et son week-end. Il a quand même dominé de main de maître. Il y a une seule séance, je crois, où il a pas été en tête du classement. Voilà, c'était son week-end, son circuit, et il a mis... Ouais, c'était assez impressionnant la façon dont il a mené son week-end là.
Et après, même en course, c'est quand même la marque des grands de mener une course comme il l'a fait. Ça s'annonce bien pour le futur, je pense. Je pense qu'il va faire une très belle saison. Oui, du coup, on l'a dit, hein, il prend la tête du championnat. Est-ce que c'est pas, on reparlera de ça en MotoGP évidemment, mais est-ce que c'est pas lié à la configuration du circuit qui plaît plus spécifiquement à Rueda? Non, vous pensez que c'est un progrès plus... Ouais, moi je pense qu'il va pouvoir là enchaîner. Dans tous les cas, plus les résultats vont arriver, mieux ça va être pour lui. Et je pense que là, ça va commencer à s'enchaîner et ça va être très intéressant de suivre ça sur les circuits européens parce que bah, c'est là que le championnat se dessine réellement, quoi. C'est clair. Ouais. Bah, j'ai l'impression que il l'a déjà fait ce genre de performance sans forcément répéter plusieurs fois de suite d'affilée, quoi. Là, c'est peut-être le début de quelque chose. Il a peut-être eu un déclic en dominant autant. Et petit fun fact, José Antonio Rueda, il est andalou et apparemment c'est la première fois que un andalou gagne à Jerez. Ah. Eh ben, À la maison. Merci pour cette information d'ordre ethnique. Non, c'est intéressant. En plus, on sait qu'ils s'aiment pas trop les Espagnols entre eux, donc c'est bien. Alors, il y en a un autre qui a un peu plus galéré, c'est Ricardo Rossi, qui a des problèmes mécaniques sur sa moto. Il a pas eu le temps, du coup, validé en première partie d'essai. Pareil en début de deuxième partie d'essai, enfin deuxième essai, et puis il doit rentrer au stand à la poussette. C'est quelque chose qui vous a marqué aussi, visiblement, puisque vous l'avez noté dans le conducteur. Ouais, j'ai mis que c'était un week-end un peu cauchemardesque pour lui, parce que il a toujours été dans les problèmes. Il a pas réussi, alors il y a une session où il a réussi à être 8ème, peut-être en qualif. Mais au final, il tombe en course, donc vraiment, Grand Prix à oublier pour lui. On sait que Ricardo Rossi, il est là depuis très longtemps dans la catégorie, il est capable du meilleur comme du pire. Il fait des coups d'éclat, mais parfois il manque aussi le coche, donc voilà, on espère que au Mans il va pouvoir être devant. François, un petit commentaire sur Rossi, Ricardo de son prénom. Non, j'avoue que non, franchement, pas grand chose à dire hein, finalement, à part que le week-end est réellement cauchemardesque. Dès le début de la course, il finit par terre. Franchement, week-end à oublier et on passe au suivant. Passons au suivant du coup. On va parler du Sud-Africain Moodley, dont Pierre chantait les louanges lors du dernier épisode. Son coéquipier néo-zélandais Buchanan est aussi dans le coup, mais malheureusement ça s'est pas concrétisé en course. Ils avaient fait des bons essais, bonnes qualifs, mais malheureusement en course c'était un peu plus compliqué. Il y a un problème de rythme visiblement. Bah, c'est un problème de rythme mais aussi des chutes en tout début de course, parce que le rythme à un moment il l'avait. Moodley avait réussi à faire des très bons temps, mais en course en fait il est tombé dans le premier tour et apparemment il s'est cassé le radius du bras droit. Et c'est presque la même blessure que Marc Marquez. On espère que ce serait un peu moins grave quand même pour pas qu'il ait des années et des années de galère avec des opérations. Mais ouais, il s'est fracturé le bras. Et du coup, quand Mac Buchanan, son coéquipier, est tombé aussi en début de Grand Prix, mais il a pu remonter et je crois qu'il a fini la course. Ouais, il finit la course, hein. Il ressort dans les stands, mais je pense que c'était plus histoire d'emmagasiner pas mal d'expérience et de continuer à apprendre la Moto 3 parce que mine de rien, je pense que il manque encore un petit peu d'expérience ces deux profils, mais ça va être des noms intéressants parce qu'ils prennent le temps d'apprendre et ils prennent le temps de progresser. Donc je pense que c'est vraiment deux profils à surveiller cette saison. Ouais, et puis juste pour terminer là-dessus, je trouve que c'est intéressant de mettre en avant ces pilotes qui ont un parcours classique parce qu'ils sont passés par le Junior GP et la filière espagnole, mais qui viennent de beaucoup plus loin et qui n'ont pas eu forcément toutes les facilités qu'ont eu les pilotes européens, et quand je dis européens, principalement espagnols et italiens, mais pour s'initier, pour mettre le pied à l'étrier et pour commencer en compétition. Et donc là, par exemple, Richie Moodley qui est sud-africain, quand Mac Buchanan qui est néo-zélandais, c'est bien, ça fait plus de diversité dans le paddock et on espère que ça va continuer.
avec d'autres nationalités. En Rookies Cup, il y avait Christian Daniel Jr. qui est américain. Et voilà, si un jour il pouvait arriver en Moto3, ce serait chouette aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est des profils qui étaient hyper intéressants à suivre en Rookies Cup. Il y a un reportage, une série reportage sur Canal+, où ils suivent un petit peu toute une saison de la Red Bull Rookies Cup, et ces deux profils qui sont mis en avant, et c'est vrai que leur parcours, il est courageux, les sacrifices que leur famille font, etc. C'est hyper intéressant à regarder, et les voir en Moto3, ça fait aussi plaisir. On va enchaîner, si vous le voulez bien, avec Munoz, qui aussi a pas de bol pour le coup, parce qu'il avait fait une bonne qualif. Alors certes, il est parti du fond de la grille au final, c'est ballot, mais le pire c'est qu'il s'est fait faucher, et qu'il est tombé en tout début de course aussi. David Munoz, c'est quand un week-end assez encourageant pour le chrono sur la qualif. Mais voilà, on espère que ça va pas trop le perturber sur le plan mental, parce que c'est un week-end encore blanc comme ça, ça commence à s'accumuler pour lui. Ouais, je pense que il est pas non plus complètement innocent. Enfin, il est pas blanc comme neige dans le sens où il sait que en étant lent sur la trajectoire après avoir fait son chrono, il risque une pénalité, et il s'est mis dans le pétrin tout seul. C'est parce qu'il part de très loin qu'il essaie de remonter et qu'il est pris dans un accrochage. Ouais. C'est vrai que on en a déjà parlé sur ce podcast, mais les pilotes Moto3, ils devraient être un peu plus attentifs sur le règlement, je pense, pour s'éviter ce genre de pénalités bêtes qui coûtent un week-end complet quasiment. On le voit assez régulièrement, et ceux qui s'en sortent le plus, c'est ceux qui ont un peu plus de maturité par rapport aux autres, en tout cas là-dessus, au-delà du talent pur et de la technique pure, évidemment, c'est des choses qui comptent à très haut niveau. Ouais. On va enchaîner avec les pilotes Tech 3, Rolston et Perronnet, qui avaient du coup un long lap à effectuer, mais qui ont fini quand même top 10 tous les deux. Pareil pour tous les deux, j'allais dire, en tout cas un signe de leur progression. Une bonne augure avant la course au Mans dans 15 jours. Un petit commentaire pour ces deux pilotes Tech 3. Simplement, ça fait plaisir de les voir progresser. Rolston qui est australien et Perronnet qui est argentin, même s'il a grandi en Espagne. Et puis oui, je trouverais ça chouette que Tech 3 réussisse un bon résultat à domicile au Mans avec les deux pilotes en Moto3. Ouais, ce serait cool de les voir un petit peu plus haut au Mans. Déjà faire un top 10 en faisant les longues laps, c'est de bonne augure, mais c'est vrai que pour Tech 3 en France, ça pourrait être sympa. Ouais. Vous vouliez aussi parler de Pini, Guido Pini, qui a fait une belle fin de course. C'est toi qui avais voulu parler de ce pilote, Automne. Ouais, c'est un rookie. Ouais. Il a été assez impressionnant en Junior GP. Et là, on voit que petit à petit, il prend ses marques. Il arrive à s'affirmer. Et voilà, donc c'est bien, il progresse, et puis quand il arrivera au Mugello dans 2 Grands Prix, je crois que c'est juste après Le Mans, le Mugello. Ouais, traditionnellement c'est ça. Ouais. Et bah il sera à la maison, et là peut-être qu'il pourra jouer un peu plus haut encore que 7ème. Alors du coup, je te corrige, pardon, mais du coup non, il y a Grande-Bretagne et Aragon. Ils ont modifié. Ils ont modifié. C'est vrai que d'habitude on avait le Mugello qui arrivait juste derrière. Non, mais t'inquiète, je pensais comme toi, tu vois. Je me disais, d'habitude on a le Mugello qui arrive derrière le Mans à chaque fois. Et on connaît ça lui fera encore plus de courses pour se mettre d'attaque pour le Mugello. Exactement. Et à mon grand désarroi, parce que je pourrais même pas aller à Silverstone là. Ah bah, on peut pas y aller tous les ans à Silverstone, François. Ils abusent. Juillet, c'était bien. Ouais. Tu voulais dire un petit mot sur Pini aussi, François, ou... Non, moi c'est bon. On t'en a tout dit. Et puis enfin un petit mot pour Kelso, qui fait une belle course, mais qui quand même doit s'incliner contre Picaras à la fin. Bon, tous les deux ils pouvaient rien faire contre Rueda qui était vraiment au-dessus. Rueda, bah voilà, qui a réussi à faire le trou et à creuser l'écart jusqu'à l'arrivée, jusqu'au drapeau aidé. À Damien, on en a déjà parlé, mais ouais, vraiment un week-end complet pour lui. Quelque chose à ajouter, Automne et François, sur la Moto3?
Non. Ça me paraît bien. Et ben, passons au Moto 2 avec des nouveaux pneus arrière apportés par Pirelli, un super tendre SCX et une nouvelle formule pour le SCO. Le SC0, pardon. Hein. C'est pas le SCO d'Angers, hein, c'est le SC0. En qualif, en Q1, on a Eisen Guevara qui signe le meilleur temps. Dernière Gourberg, je vais y arriver. Et Verrer et Ortola, enfin, qui passent en Q2. Pôle ensuite de Manu Gonzalez devant Albert Arenas et Adjus de Zemlin pour Baltus, Morera, Anjou. Canet est 7ème, David Alonso 8ème, Dixon 9ème, Vietti 12ème, Alonso Lopez 13ème et Joe Roberts 16ème en qualif et entre parenthèses, ça craint. Qui a mis ça? C'est moi, je vais être coupable. Ah, c'est pas faux. Alors du coup, en course, ça nous donne Gonzalez qui remporte avec un petit peu d'avance sur Barry Baltus, 2 secondes 2 quand même, suivi par Adjus, l'Australien. Morera, 4ème, Onjo, mon préféré évidemment, fait un beau top 5, Arenas 6ème, Vietti 7ème. Canet 8, Dixon 9, je les cite parce qu'on les connaît quasi tous, hein. Salage 10, Roberts 11, voilà, Huertas 13, allez, pour sauter Ramirez, voilà, Végère 14, et puis au championnat, ça donne Gonzalez toujours en tête avec 86 points, devant Canet. Comment ça, toujours en tête? Non, Gonzalez pour la tête du championnat, tant pour moi. Gonzalez pour la tête du championnat avec 86 points, Canet le suit de très près avec 7 points à 7 points d'écart avec 79 points. Dixon complète le podium provisoire de son championnat du monde Moto 2. Moi j'avais noté évidemment le record de la piste pour Denis Onjo à FP2. Et cette belle P5, je suis pas du tout objectif, mais évidemment je vais commencer par parler de Denis Onjo. Moi je suis content. Ça confirme le progrès qu'il a réalisé depuis l'avant-dernier GP et c'est très encourageant. Ouais, et puis ça confirme à quel point aussi le Moto 2 est une catégorie où il est vraiment difficile de s'adapter, difficile d'être aussi régulier parce qu'on voit des pilotes qui jouaient devant, qui se retrouvent derrière. Enfin, c'est une catégorie qui est hyper complexe et je pense sincèrement que Denis Onjo il a le talent pour jouer devant et j'ai hâte de le voir sur le podium un peu plus régulièrement. En tout cas, j'espère pour lui. Ouais. C'est intéressant que tu parles de l'adaptation du Moto 3 au Moto 2 parce qu'on a 3 exemples différents avec qui ont connu des fortunes diverses là ce week-end. Il y a Dani Olgado et David Alonso qui sont coéquipiers. L'année dernière, ils étaient premiers, deuxième au championnat, mais on voyait bien que David Alonso dominait sans problème Dani Olgado. Et là, depuis le début de la saison, le passage en Moto 2, on a l'impression que c'est Olgado qui a réussi à beaucoup mieux négocier. Avant le Grand Prix, il était 4ème au championnat. Et David Alonso qui piochait un peu, qui avait du mal. Ça a un petit peu changé ce week-end parce que David Alonso a fait une bonne qualif, a réussi à se mettre dans le bain et à trouver des repères. Malheureusement, les deux en course n'ont pas eu de chance. Premièrement, Daniel Olgado qui tombe au premier tour, qui s'accroche justement avec son coéquipier, et puis plus tard, David Alonso qui tombe en perdant l'avant juste derrière Izan Guevara. Du coup, il le fauche et Izan Guevara, il se relève avec une fracture du pied. Ouais. Voilà. Moi, très déçu pour Izan Guevara parce que bon, je sais pas quel était le projet pour rentrer à Mac 12 pour David Alonso à l'intérieur, alors que j'adore ce pilote, mais là j'ai pas compris l'idée. Mais il y en a 2-3 qui sont rentrés à Mac 12 dans certains virages, y compris en MotoGP. Ouais. Moto 2, Moto 3, c'était des courses musclées. Enfin, particulièrement Moto 2, là, ça s'est frotté un petit peu là sur les 10 premiers tours, c'est impressionnant quoi. Même un Baltus qui est parti vraiment au contact et tout, franchement c'était pour moi en course de Moto 2, c'était vraiment une très très belle course. Et puis par contre les chutes elles étaient assez impressionnantes. Moi j'ai été pas mal effrayé par les chutes en Moto 2 dans le sens où on voyait les pilotes vraiment la tête qui tapait contre la piste. David Alonso quand il est tombé, il y a son écran qui est parti et tu vois son visage, t'as l'impression qu'il va se prendre des graviers dans la gueule, enfin voilà. Et pareil pour Olgado qui tape la tête aussi, enfin c'était à chaque fois c'était pas des belles chutes quoi. Ouais, même Olgado ça aurait pu être non, c'est pas Olgado si c'est Olgado. Olgado ça aurait pu être pire hein, parce que le pied qui passe dans le passage de roue de Alonso
Vraiment, ça aurait Il a eu pu la être, chance de pas s'être pas s'être coincé dans le passage de roue parce que ouais. ça aurait été très compliqué. Mais là, j'ai la chute en même temps en direct sous les yeux là. J'ai mis la course Moto 2 et j'ai la chute de Alonso là sous les yeux. Je comprends pas comment c'était quoi le projet quoi. Vraiment, il arrive en travers, il est tout chargé sur l'avant. À part faire un strike et pas Il tourner, pensait à autre c'était chose, hein. impossible de tourner. Il pensait à ce qu'il allait bouffer le soir et du coup il a freiné trop tard, c'est des choses qui arrivent. Ouais, je sais pas. Après, Non, mais je pense, ils sont à des vitesses, c'est vraiment compliqué aussi hein, à juger, mais là il est vraiment arrivé Mach 12. C'est impressionnant. ouais. Ben, je pense que ça peut s'expliquer peut-être par l'excitation de enfin trouver la clé pour aller vite, pour faire des dépassements, pour plus subir en course, d'être en plus à la maison et de vouloir faire une belle course et du coup de se prendre, enfin de s'en mêler un peu les pinceaux quoi, mais confondre vitesse et précipitation. Ouais, là, c'est exactement ça. C'est très bien résumé. On va parler de Barry Baltus, si vous le voulez bien, qui finit donc deuxième. Oui, pardon, je le cherchais plus bas, je sais pas pourquoi, mais oui, il finit deuxième. Donc très belle course pour lui, tout de même à 2 secondes 2 de Gonzalez qui était sur notre planète, hein, sur cette course. Mais encourageant, il a 1 seconde 5 d'avance sur le troisième Adius, donc intéressant aussi. Ouais, week-end très intéressant pour Baltus. C'est cool de le voir là-haut. Je pense que c'est un bon gars, c'est un bon pilote et j'espère que il va pouvoir signer plusieurs podiums cette saison et se placer au championnat pour jouer bien facile le top 5 quoi. Ce serait cool parce que là il nous a offert une belle course, il nous a offert du beau spectacle, dépassement sur Morera, dépassement sur Aidjus, comment il y va, il se frotte les carénages. Vraiment c'était vraiment une belle course à voir de sa part. Ouais, du grand spectacle. Est-ce que vous voulez parler de Vietti pour faire plaisir à Ophélie qui sans doute va nous écouter? Bah écoute, on peut dire qu'il sauve les meubles au moins, mais... Ah oui, il fait 7ème, hein, c'est pas déconnant, il a déjà fait pire. Hein. Oui, ça c'est sûr, il a déjà fait pire. On se moque, hein, c'est moche. Ouais, on va voir. Vietti, de toute façon, tous les ans on espère qu'il sera un peu plus régulier et c'est plus ou moins tous les ans la même chose, donc on n'attend rien, on est quand même déçus, mais là on va voir, on attend. La saison est longue. C'est bizarre, ça fait un peu penser à Lorenzo Baldassarri, je sais pas si vous vous souvenez, quand il était aux avant-postes en Moto 2 et il avait quasiment la clé pour jouer le titre, pour jouer la victoire à chaque fois et en fait c'était toujours pas exactement ça, il lui manquait un petit quelque chose. Et au final, il a jamais réussi à vraiment faire son trou et avoir des bons résultats réguliers et du coup il a changé de paddock quoi. Dommage. Mais en tout cas, Vietti lui il s'accroche à toutes les bouées à chaque fois, il en retrouve une donc ouais. C'est un talent qu'on peut lui reconnaître. Ah oui non mais ça c'est sûr hein. Ça c'est sûr. Mais même en tant que pilote hein, je pense que c'est un talent mais c'est juste que ah ouais. C'est beaucoup trop irrégulier. Est-ce que vous voulez parler de quelqu'un d'autre? J'ai raté je peux faire un peu sur le conduite là. On a parlé de qui? On a parlé de Gonzalez? Ben, on attendait pour la fin, le meilleur pour la fin. On n'a même pas parlé de Gonzalez. Non, mais il était tellement loin devant, on le voyait plus, quoi. Ouais. Du coup, ça lui donne, pour rappel, une avance de 7 points sur Canet. Il va encore se passer beaucoup de choses, évidemment, sur ce championnat, mais là, on a clairement les deux candidats les plus sérieux pour le titre à la fin, sans aucun doute. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais préféré que ce soit Denis Onjo, mais... L'année prochaine, peut-être. J'ai bon espoir pour l'année prochaine pour Denis Onjo. Mais, c'est gentil. Mais, concernant même le championnat Moto 2, dans son ensemble, je pense que vraiment la saison est encore longue. Des fois, on a vu des mecs, bien placés en début de championnat, etc. Et ça s'est resserré d'un coup d'un seul entre la première et la 5e place. Ouais. C'est quand même un championnat qui est difficile à lire. Donc, bon, c'est Gonzalez et Canet, ils se placent. Mais, il va falloir garder cette constance et, éviter les blessures et tout, parce que quand on voit comment ça se double et comment ça se frotte en ce moment,
il va falloir aussi passer entre les gouttes, je pense, avoir un petit peu de chance. Ouais, complètement. C'est vrai que là, c'est Manuel Gonzalez. Avant, c'était plus Aaron Canet. C'est aussi une question de dynamique, je pense, d'élan et de confiance engrangée, qui peut faire la différence. Parce que là, si Manuel Gonzalez il continue sur cette lancée-là et que les autres arrivent pas à le rattraper, il va devenir vraiment un sérieux candidat pour le titre. Mais c'est vrai que pour l'instant, rien n'est joué. Et bon, il y a 2 favoris temporaires, provisoires. Après, le top 10 se joue en 52 points. Hein. Vietti est à 52 points de retard sur Canet en tête du classement provisoire. Effectivement, ça peut aller très vite. Hein. 2 chutes, ça peut... 2 chutes d'affilée ou 2 chutes sur encore plus sur plusieurs courses, ça peut arriver très vite en Moto 2, effectivement. Et bien, passons au MotoGP, si vous le voulez bien, avec Martin qui est du coup absent, remplacé par Savadori, le pauvre qui va encore galérer, entre parenthèses. Oliveira toujours absent, également remplacé encore une fois par Augusto Fernandez. On avait Rossi, Pedrosa et Dovizioso qui rôdaient dans le paddock ce week-end pour les 2 derniers. C'était sans doute en prévision du test MotoGP qui s'est déroulé lundi, et aussi pour ceux qui suivent le tennis, un certain Carlos Alcaraz, qui a donné je vais y arriver, qui a secoué le drapeau à damier pour l'arrivée de la course. Et puis point fait divers un peu en marge, mais je trouvais intéressant de le dire, c'est l'affluence record à Jerez le week-end dernier. Une orga un peu dépassée par les événements. On a vu beaucoup d'incidents aussi en raison de la chaleur intense, beaucoup d'incidents aussi de circulation autour du circuit. On espère qu'au Mans les fans seront un peu plus responsables qu'à Jerez, mais bon, au Mans on a un peu plus l'habitude des affluences records aussi. En Q1, on a Vinales et Bezzecchi qui s'en sortent pour rejoindre la Q2, et en Q2, une pole de Fabio Quartararo devant Marquez et Pecco Bagnaia. Zarco signe le 10e chrono de cette Q2. En course sprint, à noter la chute de Quartararo qui était à la lutte avec Marquez pour la première place, et puis la chute du deuxième français Zarco. C'est Marc Marquez qui finalement remporte cette course sprint, suivi de près par son frère Alex. Bagnaia complète le podium, Morbidelli est 4e. Et puis sur la course, on a une chute de Marc Marquez qui était à la bagarre avec Pecco, mais il repart et réussit quand même à récupérer quelques points. Une panne et un abandon pour la Yamaha de Miller. Pour une fois, il est pas tombé tout seul. Une vis du carénage qui aurait coupé un fil qui engendrait des soucis électroniques. Morbidelli qui, on disait beaucoup de bien jusque-là, mais on va en reparler évidemment, le pauvre a chuté, il est touché au cervical et il a raté les tests. On espère qu'il sera fit pour le Grand Prix de France. Chantrin a abandonné en raison de douleurs aux avant-bras, et puis Mir, il nous a fait du Mir, hein. Il a encore chuté. C'est quand même la 9e chute en 11 GP pour lui. Au final, on a une victoire d'Alex Marquez devant Fabio Quartararo et Pecco qui complète le podium. Vinales est 4e. À noter un bon résultat des KTM, Binder 6, Acosta 7, Bastianini 9. Vinales 4, j'en ai parlé, mais globalement très bon week-end pour KTM. Au championnat, Alex Marquez prend la tête pour un petit point devant son frère Marc qui a 139 points, et Bagnaia complète le podium provisoire avec 120 points. Et parmi les Français, on peut noter Fabio qui est bien remonté, qui est 6e du coup au classement provisoire, et Zarco 7e juste derrière, avec 7 petits points de retard sur Fabio. Une fois n'est pas coutume, ici on parlait pas de Ducati pour commencer, mais Yamaha et plus précisément de Miller. Non, je déconne, évidemment, on va parler de Quartararo, avec dans les plus... Oui, vas-y, tu voulais... Quand même, sur Miller, c'est un peu lunaire que t'aies une vis de carénage qui coupe le faisceau électrique, c'est... Normalement, ça arrive sur les Ducati, ça. Non, mais je sais bien que c'est des prototypes, que tout est calculé au millimètre, qu'il faut rentrer énormément de choses dans un gabarit assez compact quand même, mais là, c'est fou, quoi. Ou alors, c'est pas la bonne vis qui a été vissée, c'est une vis beaucoup trop longue. Voilà, c'est beaucoup de vibrations aussi sur ces motos-là, qui fait que potentiellement il peut y avoir un problème avec une vis qui se dessert ou autre. Je sais pas, c'est vrai que ça paraît quand même assez improbable, et j'ai la sensation que le pauvre Miller,
tous les trucs les plus improbables qui peuvent arriver en MotoGP, ça va lui tomber dessus. Hein. Ah ouais. Soit le tir-off dans la boîte à air. Les tir-off, ouais, exactement. Après, on sait qu'Yamaha est assez coutumier du fait. On se rappelle sur les premiers Grands Prix de Fabio, il avait perdu son sélecteur de vitesse. Oui, même, je sais pas si l'année dernière ou il y a 2 ans, Fabio, des fois, il partait en piste, il avait un carénage qui, à l'arrière, au niveau de la coque, qui était jamais trop bien fixé. C'est arrivé 2-3 fois, on a vu. Ouais, et c'est effectivement bête. Bon, revenons à Fabio quand même. Ouais. Qui nous fait un très très beau week-end avec une pole, le record de la piste. Une chute en sprint malheureusement, mais il était vraiment en forme sur le début de course, enfin sur le début de la sprint, et puis il a bien réussi à se remobiliser pour la course du dimanche, ce qui est très très positif. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir une Yamaha devant un petit peu là, cette armada Ducati. Même pour Fabio, ça fait plaisir de le revoir avec le sourire, avec de l'entrain, et puis parler positivement de la machine. Quand il dit en interview que c'est la meilleure Yamaha qu'il ait jamais eue, mais que les autres ont progressé à son grand désarroi, mais ça reste des bons commentaires qui sont positifs, et je pense que ça peut que tirer la MotoGP vers l'avant que de remettre un petit peu de concurrence avec d'autres marques aux avant. Ouais, complètement. Oui, vas-y, autant de parole. Ce qui était très impressionnant dans la course de Fabio, alors bon, la sprint, il l'a dit lui-même apparemment que bon, il a tenté le tout pour le tout, il savait qu'il jouait pas le championnat et que il était même un peu au-dessus de la limite, mais que voilà, il était content aussi de pouvoir se battre devant. Pour le Grand Prix, la course longue, c'était fascinant de le voir enchaîner les tours sans faire de faute, c'était sans la moindre erreur, parce que chaque petite erreur au freinage, chaque écart, en fait, il aurait perdu la chance de se battre contre les Ducati. Bon, on peut même... surtout sur la fin de course, je te coupe pardon Todd, mais sur la fin de course, on voit que Pecco est vraiment pas loin derrière. Et il a très bien géré surtout la fin de course avec, j'imagine, le moteur de la Ducati derrière qu'il doit entendre, même si ça fait beaucoup de bruit avec le vent, etc. Mais Pecco était vraiment pas loin derrière, quoi. Donc il a très très bien géré cette fin de course, ouais. C'est ça, il a réussi à rester hors de portée de l'accélération de la Ducati qui aurait pu le dépasser facilement en ligne droite. Et là, il a réussi à se protéger à chaque fois en ressortant plus fort des virages, voilà. Fascinant. Ouais, en termes de pilotage, c'était un régal à regarder. Toutes les trajectoires, tout est clinique, et on sent bien que quand on voit par exemple un Alex Marquez qui vient à côté de Fabio, on voit bien qu'Alex Marquez il est à l'aise avec la moto. Enfin, il est très précis, il pousse, mais on sent qu'il y a une forme d'aisance avec la moto qui lui permet de y aller, quoi. Ouais, alors que Fabio, on sent vraiment ça pousse mais à fond. Et c'est toujours aussi précis, toujours aussi concentré, et ça va pas laisser de chance à Pecco de revenir. Même si à un moment donné on a cru que ça allait lâcher, et finalement non, il a réussi à refaire ce petit gap qui lui a permis de garder sa deuxième place. Mais non, franchement, chapeau à Fabio, parce que en vérité ça fait du bien de revoir Yamaha là-haut, mais je pense quand même qu'il surpilote cette moto, mais c'est quand même très positif. C'était, j'avais noté dans les à tempérer pour pas qu'on s'excite trop non plus sur ce très beau podium de Fabio qu'on apprécie à sa juste valeur évidemment, mais faut pas non plus qu'on s'emballe trop. Faut noter qu'évidemment c'est un de ses circuits préférés. Donc moi j'avais noté que c'était encourageant, mais qu'il fallait peut-être pas, que ça signifiait peut-être pas une possibilité sur du plus long terme. Ouais, mais c'est un circuit où la moto elle marchait pas l'année dernière. Mais... Et ça c'est positif. Ouais, traditionnellement la Yamaha était très forte avec son châssis et son agilité en virage, et c'est vrai que l'année dernière c'est quelque chose qu'ils avaient complètement perdu. Là on commence à retrouver un peu le ciel commence à s'éclaircir pour Yamaha, donc c'est très positif. Pour Yamaha, pour Fabio, parce que le pauvre Rins c'est un peu plus compliqué. Après Rins il joue de malchance aussi. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai. Auton, tu voulais redire un mot sur Fabio? Ouais, sur Fabio, non, c'est juste que il faut pas non plus voiler la face. Il a beaucoup bénéficié. Alors, il a
il a obtenu cette situation, mais il a quand même été aidé par le fait que les Ducati se bagarrent entre elles au départ et que lui il arrive à prendre quelques longueurs d'avance qui lui ont été forcément super utiles à la fin pour pas se faire rattraper. Mais il faut se mettre dans la situation où on a la chance. Donc voilà, encore une fois, il a fait une énorme course. Pour les autres Yamaha, je trouve que c'est pas si sombre. Alors Rins a ses problèmes perso et il arrive pas trop avec la moto, mais il avait l'air très rassuré après le test d'aujourd'hui. Pour Miller, c'est bien que Miller soit sur la Pramac parce qu'en fait, ses débuts de course qui sont assez réussis avant qu'il rétrograde quand même dans le paquet, ça met quelque part la pression sur Fabio parce que il y a une autre personne qui s'en sort bien avec la Yamaha en début de course et ça peut que les tirer vers le haut. Ouais. Après, ça manque quand même d'un pilote qui met un petit peu plus que les autres hein, pour pousser un peu Fabio parce que en vrai, il mène quand même la barque tout seul, quoi. Il y a derrière Oliveira, malheureusement, lui c'est pareil, c'est vraiment le malchanceux de la MotoGP. À chaque fois, c'est pas de sa faute, toujours blessé. Et Miller, c'est encore trop irrégulier ça a toujours été trop irrégulier pour pouvoir tirer cette marque par le haut. Hein. Ouais, à l'inverse je digresse un peu, mais à l'inverse d'un constructeur comme Honda qui, avec Zarco, clairement, quel homme fort en ce moment, réussit à pousser et à tirer les autres, faire un peu plus de performance. Et le deuxième qui pourrait réussir à les tirer aussi, c'est Marini. On voit qu'il progresse aussi pas mal sur les dernières courses. Et à la pour faire la comparaison, à la différence de Yamaha, on a deux pilotes pour le coup Honda où on sent qu'il y a potentiel, ce qui n'est pas trop le cas chez Yamaha malheureusement. Par rapport à Honda, j'ai l'impression que Zarco et Marini alors Marini, il a une compréhension assez poussée de l'électronique et de la mécanique de la moto, etc. En fait, chez Yamaha, il n'y a pas de metteur au point parmi de très 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 bons metteurs au point parmi les pilotes titulaires. Et on a toujours su que c'était pas le fort de Fabio, ça évidemment, effectivement. Et il apprend peu à peu parce qu'il est seul à mener la barque et qu'il doit bien prendre les décisions pour les autres. Mais en fait, on se rend compte avec le temps quand même que ce que disait Dovi sur la moto, ce que disait aussi Valentino Rossi depuis encore plus longtemps, c'est toujours vrai. Mais après, derrière, là, ça fait quand même plaisir de voir les Honda qui ont repris un peu de poil de la bête et de voir surtout plusieurs pilotes jouer aux alentours du top 10. Ça peut ce qui était pas gagné d'avance du tout en début de championnat et on les avait raillés beaucoup d'ailleurs. On le reconnaît et on s'est plutôt trompé sur eux pour le coup. C'est pas les gros nulos de ce début de saison au final chez Honda. Parlons un peu de Ducati si vous le voulez bien, avec en commençant par Ducati Usine et Marc Marquez qui est du coup qui n'a pas montré son meilleur visage en course, en tout cas autant en sprint il a su gérer la pression, autant en course il a voulu nous faire lui aussi une entrée de virage à Mach 12 et ce qui n'est pas passé bizarrement hein. Je pense qu'il a essayé de suivre un des préceptes du Joe Barty, hein, tu freines t'es un lâche. Il a vraiment repoussé beaucoup trop loin le freinage. Et puis pour rester sur Ducati Usine, Pecco qui lui est très constant. C'est une très bonne qualité, on le sait, pour remporter la victoire finale. C'est globalement très serré sur le top 3 hein, avec la chute de Marc Marquez. Voilà un petit mot sur Marquez et Pecco. Marquez sur sa chute, je crois qu'en interview après il a expliqué qu'il l'a pas compris hein. D'après les datas et d'après ce qu'il a analysé, il poussait pas plus que ce qu'il faisait avant et je crois qu'il arrive pas Pourtant à l'image on voit qu'il arrive vite quand même. Il a dit il a dit de que frein du coup au départ il avait pas fait trop différent de ce qu'il faisait d'habitude quoi. Il dit que comprenait pas trop sa chute mais par contre
rester accroché à la moto comme il le fait et remonter autant de place avec une moto abîmée comme il le fait, c'est waouh. Et récupérer 4 points au final. Je suis c'est impressionnant. Le mec, il est à l'autre bout du bac à gravier, faut qu'il ressorte la moto de là, qu'il la relève, etc. Enfin, c'est hallucinant le niveau de pilotage qu'il a comparé au reste du plateau. Il nous passe Chantra et Savadori comme si c'était des pilotes Moto 2, c'est assez insolent. Pour Chantra, il avait les avant-bras qui je sais pas combien de mètres cubes de sang, mais mais oui, c'est sûr que c'est hallucinant le niveau de pilotage qu'il a comparé au reste du plateau. Ouais, déjà au Texas, je sais pas si vous vous souvenez de sa chute dans le S. C'était très impressionnant de le voir s'accrocher à la moto alors qu'il a glissé sur je saurais pas dire combien de mètres, mais le circuit du Texas il est très grand, ça avait l'air long. Vu la vitesse à laquelle ils vont, à mon avis, il a glissé pendant au moins 100 mètres, quoi. Et il est resté accroché à la moto, il a tenu l'embrayage, je crois, et il a pu repartir plus vite comme ça. Donc c'est la mentalité de Marquez, c'est impressionnant. Le premier truc qu'il fait en chutant, c'est faut pas que je calme. Sinon je redémarre pas. C'est un truc de fou, quand même, quand on y pense. Et nous, quand on chute, déjà, on n'a pas le temps d'y penser, d'y réfléchir, parce que on se retrouve par terre sans avoir vraiment su pourquoi. Ouais, c'est fou. Ouais. Mais bon, dans les deux cas, il y a quand même une petite question à se poser sur l'état de la moto quand il repart en piste. Quand il est reparti en piste au Texas, il avait plus de repose-pied. Ouais, exactement. Et là, pour le coup, c'est son carénage qui était en plusieurs morceaux, qui volait un peu au vent, et on se demandait à quel moment il y a un bout qui allait se décrocher, quoi. Donc c'est assez dangereux. Après, c'est la direction de course qui prend les décisions de savoir s'ils mettent un drapeau noir ou un drapeau noir à rouge, à croix orange, c'est ça, François? Ouais. Rond orange. Mais voilà, bon. Et oui, c'est sûr que les directions de course, ils prennent un risque avec les pièces en carbone qui volent. Après, les pilotes sont quand même bien protégés. Je pense que, bon, si ça tape, ça fait mal, ça fait un bleu, mais oui, c'est pas des pièces de carbone comme sur les Formule 1 typiquement, où là, on a des rasoirs énormes qui se baladent. Il y a danger, mais c'est quand même mesuré, ouais. Mesuré, ouais. Ouais, après moi je pouvais pas m'empêcher de penser à la seule zone qui est pas protégée des pilotes, qui est le cou. Et si t'as une pièce de carbone assez fine qui arrive à très haute vitesse et qui te passe sur le cou ou sur le côté, bah ça peut quand même faire des gros dégâts, quoi. Ouais. Et puis Pecco, simplement, Pecco. c'est à la fois dommage et raisonnable de sa part, mais c'est raisonnable parce qu'il prend les points, il est sur le podium et il profite du faux pas de Marc Marquez, mais en même temps, s'il veut vraiment s'affirmer comme un candidat central pour le titre et aussi se battre contre la mainmise qu'a Marc Marquez sur le garage Ducati officiel en ce moment, il peut pas se contenter d'une 3e place quand Marc Marquez lui offre des points sur un plateau d'argent. Et se faire prendre 2 secondes 2 par Alex Marquez à la fin de course. Ce qui est à la fois rien et beaucoup, hein, mais ouais, c'est sûr qu'il faut pas. Non, c'est quand même. Après, je te trouve dur quand même sur Bagnaia, parce que. Mais je suis à la fois d'accord avec toi et je te trouve un peu dur quand même. Non, et de toute manière, on sera forcément dur parce qu'on serait pas capable de faire, le millième de ce qu'ils font, mais n'empêche que c'était une situation où il avait l'occasion de taper du poing sur la table, de gagner comme il a gagné à Austin, il aurait pu gagner dans son jardin à Jerez, et au final il était sur 3 victoires d'affilée, il a pas la 4e, il est 3e, et c'est très très bien pour Alex Marquez, de qui on parlera juste après. Mais c'est dommage pour lui et pour l'impact que ça aurait eu au niveau moral pour le championnat et pour la guerre psychologique qu'il est en train de faire. Enfin, ceci dit, Bagnaia, il a perdu un titre en ne jouant que la victoire ou rien, et je pense que
pour l'instant, il n'est pas capable d'aller chercher beaucoup plus que ça tant que Alex et Marc sont sur leur roue, parce qu'ils pilotent vraiment sur une autre planète et on a l'impression que il y a les Marquez et les autres. Donc pour l'instant, je pense que c'est pas si mal non plus. Enfin, c'est quand même une très bonne opération de finir troisième quand Marquez marque. Il met pas beaucoup de points. Donc le championnat est long. La gestion de championnat de Alex Marquez est extrêmement intelligente. Celle de Bagnaia, elle l'est aussi et elle est un peu plus dans l'ombre. Je pense que les gens sont un peu durs avec lui parce que faut pas oublier que les titres qu'il a été chercher, il a bien été les chercher à la régulière et c'était des vraies batailles. Et le moment où il va réussir à mettre parfaitement au point tout correctement avec sa nouvelle moto, on sait que Bagnaia ça met du temps. Et le jour où tout est parfait, je pense que vraiment il va s'affirmer comme un candidat au titre et on aura de la bataille avec Marquez sur plusieurs tours. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Ouais. Mais écoute, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Et bah du coup, parlons d'Alex Marquez qui du coup signe sa première victoire en MotoGP. Et oui, ça m'a à moitié surpris en me disant mais il avait pas déjà gagné une course? Et ben non. Mais Première c'était victoire en des MotoGP, mais oui, c'était des sprints qu'il avait gagné, effectivement. Mais première victoire le dimanche pour lui dans la catégorie RAN. Une course. Alors il avait manqué de renverser son frère et Bagnaia sur un freinage un peu hasardeux aussi en début de course. Ah ouais, c'est passé à un J'ai cheveu. crié dans le canapé, je me suis levé, j'ai crié. Et il s'est très bien remobilisé pour la suite de la course pour se débarrasser de Pecco, puis de Fabio d'une façon un peu musclée, mais sans grand danger. Voilà. De toute façon, il s'entraîne avec son grand frère, donc qu'est-ce que tu veux? Il est obligé de faire des dépassements un peu musclés, c'est clair. Voilà. C'est la famille. Non, c'est clair, mais très très belle course. Et lui, pour le coup, on parlait de Pecco tout à l'heure, qui a peut-être raté une occasion en étant très très dur et en ayant conscience d'être très dur avec lui, raté une occasion de mettre un grand coup au moral de Marquez en disant voilà, quand t'es pas là, je suis là. Pour le coup, le petit frère, il est là, lui. Et il a pas raté son occasion. Ouais. Et j'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça vraiment mérité. Parce que, bon, on va pas répéter, mais il est dans l'ombre de Marc depuis des années et c'est chouette qu'il ait son moment à lui, à domicile. Enfin, il y a eu une vraie communion avec le public qui attendait ça depuis très longtemps aussi. Donc, voilà. C'était l'endroit parfait pour qu'il gagne sa première victoire en Grand Prix. Et, pareil sur Alex Marquez, comme Bagnaia, faut aussi faire très attention parce que je pense que ça peut être un très 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 sérieux candidat au titre. Et les gens ont souvent tendance à oublier qu'il a été champion du monde lui aussi auparavant dans les catégories plus jeunes, Moto 2, Moto 3. Et je pense que ça peut venir embêter son grand frère, quoi. Et il se gênera pas de le faire. Ah, complètement. Donc pour vous, c'est le premier concurrent au titre de Marquez, c'est son frère, c'est Alex. De toute manière, vu comment il roule depuis le début de la saison, il y a quasiment que Alex Marquez qui est capable de suivre Marc, et encore pas de le battre à la régulière sur la piste, en tout cas pas pour l'instant. On l'a pas vu, mais ça peut arriver juste après. Mais oui, ils ont un ton d'avance, ils sont un ton au-dessus de la concurrence, j'ai l'impression. Oui, et puis on sait qu'avec Marc, alors il nous l'a... Enfin, je reviens un peu là-dessus, mais la chute est assez bête. Alors, il sait pas pourquoi il a chuté, mais il y a eu une grosse bagarre en début de course. Et si vous l'avez pas vu, on vous invite vraiment à la regarder, parce que surtout le début où ça joue aux entrepreneuses avec Pecco, s'il avait pas donné son sentiment sur la chute en disant qu'il sait pas pourquoi il a chuté, je dirais que c'est quand même il nous a fait du Marquez, c'est-à-dire qu'il a vraiment voulu pousser. Alors lui, il dit qu'il a pas poussé plus que d'habitude, mais le résultat il est là, c'est que après une petite bagarre, et s'il domine pas complètement son week-end, et s'il y a un peu de bagarre, il finit soit par terre, soit loin. Enfin là, il a fini par terre et dans les points. Mais je trouve que il retourne un peu dans ses travers en étant très sévère encore une fois, hein, parce que comme te disait Automne tout à l'heure, on ne ferait pas 1/1000 de ce qu'ils font.
Mais moi, quand j'ai vu sa chute, je me suis dit, ah zut. Enfin, en fait, quand quelqu'un le titille, c'est plus compliqué, quoi. Et quand il domine complètement, c'est simple. Mais quand quelqu'un le titille, il en sort pas forcément vainqueur au bout. Ouais, Marc, c'est un pilote qui est très intelligent, qui est fin stratège. On a pu le voir sur la grille de départ avec toute cette procédure reportée il y a deux Grands Prix. Par contre, ça tombe bien qu'il soit chez Ducati officiel parce que j'ai l'impression que quand il est en bagarre et que les choses ne tournent pas complètement en sa faveur, il voit rouge. Et à ces moments-là, il est incroyable. Il est incroyable comme pilote, mais il y a des moments où il est tellement au-dessus de ses pompes que il pilote tellement au-dessus de la moto qu'il y a des moments où ça passe plus. Et c'était le cas avec la Honda, et là c'est le cas avec la Ducati, alors que la Ducati est la meilleure moto du plateau. Ouais, complètement. Du coup on est revenu sur Marquez, désolé aux auditeurs. Mais on va ajouter quelque chose sur Alex Marquez, c'est que ce qui est encore plus remarquable de ce week-end-là, c'est qu'il a quand même commencé par une énorme chute, très impressionnante. Il en garde des bleus et il en garde des plaies. Cette chute, il s'est relevé et avec la combinaison encore pleine de griffures et d'égratignures, il a marqué le meilleur temps de la séance et c'est ça qui a remis son week-end sur les rails. Et c'est vraiment important de le souligner parce que ça montre son état d'esprit, sa hargne, voilà. Un dernier mot sur Alex, François, hein. je pense qu'on a fait le tour. Parlons un peu de la VR46. Morbihan, lui, dommage pour lui, mais il a pas pu profiter de la chute de Marc pour grappiller des points. Même si au championnat, il est vraiment pas ridicule, hein, il est encore 4e, avec 56 points de retard sur Pecco. Donc voilà, c'est juste pas de bol, hein, mais il était en tout cas dans les chronos en début de week-end, tout au long du week-end jusqu'à la chute. Jusqu'à la chute le dimanche, mais c'est encore encourageant, quoi. Enfin voilà, c'est pas un week-end complètement planté pour lui. Il y a encore beaucoup de positifs à tirer. Ouais, il faudra voir combien de temps il prend pour se remettre de sa blessure au cervical, qui est passé de concussion à contusion, donc c'est plutôt encourageant. Mais en début de course, il a fait un écart, si je me trompe pas, il est sorti large et ça l'a forcé à remonter, donc il s'est un peu compliqué la tâche. Et après cette chute-là, mais c'est bien, là il a eu toute une pré-saison et il a eu tous les essais pour vraiment se sentir bien sur la Ducati, ce qu'il avait pas eu l'année dernière. Et pour moi, avec un peu plus de réussite, il peut aussi être candidat au titre. Je trouve pas ça complètement lunaire. Ah oui, carrément. C'est intéressant, on prend note. Candidat au titre, je sais pas. Alors après, je pense qu'il peut être un bon arbitre et jouer les troubles faits, parce que je pense pas qu'il ait perdu son talent de pilote d'un coup d'un seul. Et je pense sincèrement que c'est un bon pilote. Jouer le titre, non, je pense pas. Je pense qu'il viendra par contre arbitrer certains débats, je pense. Ok. Et puis Digia, je trouve ça encourageant parce qu'il fait P6 et P5 quand même, c'est pas déconnant. Mais lui, il juge son week-end un peu sévèrement. Il dit que c'est le week-end le plus difficile de l'année pour lui. C'est une déclaration que j'ai trouvée assez étonnante parce que faire quasi 2 top 5 sur le week-end, c'est pas mal. Mais est-ce qu'il parlait pas du côté physique et de la chaleur et de... Alors après, peut-être. Je sais pas de quoi il parlait vraiment exactement, mais s'il est assez dur avec lui en faisant ces résultats-là, c'est que c'est positif aussi, c'est que il sent qu'il a quelque chose en plus pour aller jouer plus haut. Donc c'est un pilote qui fait quand même pas de bruit, je trouve. À chaque fois, il est assez discret mais il est toujours relativement bien placé et pareil, je pense que sur quelques grands prix, il va venir jouer les troubles faits. Juste avant de passer à une autre écurie, on a parlé de Gresini, mais on n'a pas parlé de Fermin Aldeguer, qui a fait un très bon week-end, même s'il chute. Mais là, il commence à jouer, il est presque aux portes du podium, et il faut se souvenir que c'est un rookie, donc il progresse, et quand il arrivera à rester sur ses roues jusqu'à la fin de la course, et en sprint et en course longue, ce sera des beaux résultats. Voilà.
Très bien. Est-ce qu'on a le temps de parler de KTM? Oui. Avec une belle 4e place pour Vinales. Cette fois, avec une bonne pression de pneus. Ouais, ça montre que c'était pas juste un coup d'éclat dans la nuit au Qatar, mais non, il tient la baraque quand même chez KTM. Complètement. Acosta est un peu décevant, et il cède pas non plus avec un début de course raté, et au final, Acosta finit derrière Brad Binder, mais c'est Maverick Viñales qui tire tout le monde vers le haut, y compris quand le contexte extra-sportif chez les Oranges aide pas, et Maverick Viñales, il en a rien à faire, il fait son taf, il est professionnel, il joue devant, et voilà. Et ça peut que donner du baume au cœur aux autres. Ça a bien tracté parce qu'on a toutes les KTM dans le top 10 pour le dimanche, ce qui est assez rare pour être souligné. Moi, je m'attendais à vraiment que ce soit bien pire pour KTM que ce que c'est actuellement. Quand je vois toutes les motos dans le top 10, je me dis que c'est quand même pas si mal vu le contexte extérieur, tout le contexte autour de la marque, quoi. Oui, après, on va pas rentrer dans ces discussions-là, mais tous les employés sont à la maison, les fournisseurs et les sous-traitants sont pas payés, et eux, ils sont à passer à la télé. Ça, c'est vrai que le contexte extérieur est voilà. est très étrange, mais pour le coup, si on parle de performance pure et dure en termes de sportif, on attendait quand même à ce que la moto soit beaucoup moins évoluée, performante. Donc affaire à suivre, mais c'est vrai que c'est quand même très étrange tout ça. C'est clair. J'avais mis, on n'aura pas assez de temps pour Aprilia, mais en 2 secondes. Donc Savadori, il a le pauvre, c'est compliqué, qui remplace Martin, on le rappelle. Et puis Bezzecchi qui nous a quand même fait un top 10 en sprint. C'est pas trop mal. Mais ce qui est pas trop mal, mais pas top. comme dirait Chabat dans La Cité de la Peur. Qu'est-ce que un petit mot sur la marque italienne? La deuxième marque italienne. C'est compliqué, hein. Franchement, ouais, je sais pas ce qui va pas avec cette moto ou avec ces pilotes, mais c'est vrai que c'est toujours difficile de concrétiser avec Aprilia. Ouais, c'est très variable. Ouais, voilà, c'est variable, ça. C'est très variable en fonction des circuits. Il y a des circuits où la moto marche super bien, et on l'a vu avec Ayogura, on l'a vu avec Raúl Fernandez même en début de saison où il faisait des bons résultats. Je suis pas sûr que ce soit juste le manque d'un fer de lance dans l'écurie qui serait Jorge Martin et qui est blessé. Je pense que Bezzecchi a tout le talent et toutes les capacités pour lui aussi mener l'écurie Aprilia cette saison. Mais là, il tire tout droit en début de course, voilà quoi, course ratée. Et Ayogura quand même qui se passe encore 8ème, c'est pas mal, hein. Ouais, il fait pas de bruit, mais il est efficace et il est régulier. Ouais, et puis il est aussi 8ème du championnat provisoire Ayogura. Donc c'est pas saison de rookie. Ouais, non, c'est clair, c'est pas déconnant du tout. Ouais. Le temps file, chers amis. On va parler un petit mot des tests qui ont lieu du coup à Jerez le 28 avril, et on a eu un meilleur temps de Marc Marquez devant Vinales et Fabio qui complètent le podium des... Alors moi j'ai pas du tout suivi ces tests. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Je sais qu'il y a eu des bons retours des pilotes Yamaha, notamment à Rins, qui parlaient du moteur qu'ils ont essayé et qu'ils allaient utiliser au moins, a priori. Oui, c'est ça. C'est relativement positif, donc mis à part ça, je crois que j'ai pas pu passer trop d'infos. Une interview qui était super intéressante, et je fais très vite, mais c'était une interview du team Yamaha, et oui, en fait, il disait que le moteur V4, pour l'instant, on n'allait pas le voir, parce qu'ils attendent que le moteur V4 soit au moins aussi performant que le moteur en ligne, pour ensuite décider dans quelle voie poursuivre le développement. Pour l'instant, c'est 2 projets qui sont quasiment en concurrence. En parallèle, ouais. Et du coup, ils essaient de pousser au plus possible le 4 en ligne et au plus possible le V4. Et avec ce qu'ils ont trouvé sur le 4 en ligne, les retours de Rins et les retours de Fabio sont que encourageants, et c'est génial s'ils peuvent déjà utiliser ce nouveau moteur au Mans.
Ouais, c'est clair. Ouais. Bah, merci beaucoup, Auton et François. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. On se retrouve du coup dans 15 jours du 9 au 11 mai. Je vous le donne en mille, ça sera au Mans. On a déjà parlé plusieurs fois. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Discord pour parler de moto. Merci beaucoup encore, Auton et François. À très bientôt. Salut. Ciao.